film. Voilà. Donc je vous explique un tout petit peu nos enjeux habituels, de rencontrer un cinéaste avec son film et de parler éventuellement de nos enjeux à nous, psychanalyse et autres. Il y a parfois des philosophes, il y a parfois des historiens. Voilà, et donc c'était votre film qui nous a fait venir là, donc avec d'autres personnes qui sont là, Vanina Micheli, Madame Françoise Moscovitz, Landau et d'autres, et Vienner aussi, Simone. On va essayer d'avancer ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose une petite question Je sais pas, moi j'étais 6 mois en analyse, seulement 6 mois, et, avec Mustapha Safwan. Ah oui. Et un jour je lui ai écrit une lettre, c'est quand j'ai perdu mon père en 2011. Et donc au bout de 6 mois, je lui ai écrit une lettre en lui disant je crois que je peux m'en tirer tout seul. Il m'a répondu, quand on pense qu'on peut s'en tirer tout seul, il faut sauter sur l'occasion. Je pensais que c'était un bon psychanalyste. Alors voilà, j'ai fait ça. Et après, parce que je travaillais beaucoup avec mon père, donc ça me manquait un vieux sage, comme dirait l'autre, et Safwan avait été très bien pour ça. Et après, j'ai remplacé Safwan et mon père par Jean-Claude Carrière, avec qui je travaille pour faire les scénarios depuis, ça c'est le deuxième que j'avais fait avec lui, je suis en train d'en faire un troisième avec lui. Et comme il a, je ne sais plus de 80 ans en carrière, comme dirait l'autre, le transfert c'est fait. Et voilà, c'est de l'endroit où je me trouve. Mais sinon, ce que je pensais surtout, c'est, ça c'est mon père qui disait ça, et c'est une chose que je fais, je pense, sans m'en rendre compte vraiment. Il me disait, si, tu vois, plus tard, dans 30 ans ou 50 ans, si on veut savoir comment on vivait, mettons en 2017 et tout, il n'y aura qu'à regarder tes films, parce que c'est ça qu'on voit dans les films, c'est comment on vit, en fait, par rapport... et ça, je ne le fais pas consciemment, mais... Pas consciemment? Non, je ne le fais pas consciemment. De faire que ça soit dans l'infime du réel plutôt que dans la dramatisation. Dans le détail. Voilà. Et puis quand même, si ce qu'on a fait, nous, après la nouvelle vague, parce que j'appartiens à un mouvement où il y avait Jean Eustache qui s'est suicidé, Chantal Akerman qui s'est suicidé, et puis il reste Jacques Voyon et 2-3 de cette génération. Et ce qu'on a fait quand même, c'est que c'est Hitchcock qui disait, et la nouvelle vague avait repris ça, qu'un film c'était une fille et un flingue. Et nous on a viré le flingue quand même. Depuis La Maman et la Putain, je ne sais pas si vous connaissez de Jean Eustache, il n'y a pas de pistolet dans La Maman et la Putain quand même, si on regarde par rapport à Un bout de souffle. Et donc peut-être d'enlever le meurtre. Hitchcock avait dit un jour aussi, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça, on lui avait demandé qu'est-ce que c'est que le cinéma. Ouais. Il s'était endormi, et dans la nuit il se réveille, il écrit quelque chose. Et quand il se réveille pour de bon le lendemain matin, il dit un homme rencontre une femme. Ouais, c'est ça. Ça. Boy Meets Girl. Voilà. Oui, c'est pour ça que Carax a fait un film qui s'appelle Boy Meets Girl. Mais quand même, si vous lisez les mémoires, enfin plutôt les interviews et les écrits d'Hitchcock et tout, il déconseille fortement de faire des films comme ça. Parce qu'il dit qu'il ne faut pas faire des films à l'échelle, enfin, je dis ça, voilà, parce que les gens n'ont pas envie de penser à leur propre vie. Il ne faut pas faire des films qui finissent mal parce que les gens, ils en ont par-dessus la tête, etc. Donc il voit le cinéma comme quelque chose d'extérieur à nos vies et qu'il faut surtout faire oublier. Mais ceci dit, c'est un très grand cinéaste. Et les deux seuls, moi je pense qu'il y a deux cinémas en fait, tout simplement. Il y a le cinéma des boulevards et le cinéma des auteurs. Et de toute façon, ils sont, pour des raisons économiques, comme c'est une industrie, comme l'architecture, c'est la différence avec la psychanalyse, c'est que la psychanalyse n'est pas une industrie. Et ils sont liés, parce qu'en fait, nous, on est absolument dépendants du cinéma commercial qui fait marcher les industries, les usines de cinéma. Et s'il n'y avait pas de cinéma commercial, il n'y aurait pas de cinéma d'auteur. Et eux, ils sont dépendants de nous parce qu'ils sont quand même obligés de se renouveler, donc ils nous pillent. Et donc, mais ce truc existe. Et je disais ça parce que Hitchcock et Chaplin, je pense, sont les deux seuls qui ont séduit les deux publics. Celui du cinéma de 7e art et celui du cinéma des grands boulevards. Distraction. Voilà, distraction. Ouais. Mais alors, donc, moi, ça me fait froid dans le dos quand je lis des trucs d'Hitchcock parce qu'il déconseille fortement tout ce que je fais. Il y a des choses qui sont l'analyse de la vie quotidienne, ce truc-là. Non, lui, il voulait du suspense, il voulait. Oui, c'est ça, il voulait. Oui, mais de toute façon, c'était comment garder les gens dans la salle, mais ceci dit, il le faisait avec des moyens qui étaient magnifiques psychologiquement.
et de faire que les gens veulent toujours savoir la suite et tout ça. Alors que vous aussi, vous faites des triptyques. oui, mais pour des gens, si vous demandez à des gens, c'est des films qui n'ont pas d'histoire, qui racontent rien du tout, ça, pour les gens qui aiment le cinéma de boulevard. Ah, si, ça dit l'intime. Ah non, mais il ne voit pas l'intime, parce que ce que vous voyez... C'est les boulevards. Oui, mais les gens, il n'y a pas de différence pour le grand public entre des images virtuelles, j'appelle l'image virtuelle simplement quelqu'un qui fait ça, et un cinéma qui a une suggestion de pensée constante, comme tous les grands cinéastes, pour prendre du tout pour eux, comme Bresson, n'importe quoi. Pour les gens des grands boulevards, un film de Bresson, c'est d'un ennui mortel. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas du tout qu'est-ce que ça suggère et en quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la pensée qui serait suggérée et qui viendrait à l'esprit, à la vision du film. C'est une chose. Donc c'est pour ça que je disais que pour eux, c'est pareil, un film virtuel où il y a simplement des gens qui font une chose. Et il n'y a pas de différence, donc c'est pour ça qu'ils n'accrochent pas là-dessus. Et comme il n'y a pas de suspense au sens du meurtre, ils trouvent que c'est un cinéma qui n'est ni fait ni à faire et tout. C'est ça la très grande difficulté. Est-ce qu'on fait des films comme des bouquins pour un public, ou est-ce qu'au contraire, on essaye que parmi ce public, il y ait des gens qui soient sensibles à l'inventivité, à la créativité? Non, moi je le fais vraiment pour moi. Comme un peintre qui aime peindre. Voilà, comme un peintre. Quand j'ai fini Il ça... faut quand même le montrer, le tableau. Oui, on est obligé, c'est la loi du genre en art, on est obligé de quelque part de vendre. Mais quand moi je le fais, je le fais que pour le plaisir de faire. Ouais, mais alors pourquoi film d'amour, Amant d'un jour, jalousie, cicatrice intérieure, etc. Pourquoi ce thème qui quand même nous intéresse beaucoup, je crois que chacun d'entre nous, qu'on soit grand public ou petit public, ça intéresse quand même ce que c'est que la vie au sens du désir. C'est pas l'analyse qui a inventé ça, l'analyse elle aide à ce que les gens qui désirent mal désirent mieux. Ils saisissent l'occasion justement de partir chez l'analyste. Mais moi il me semble qu'il y a un enjeu dans ce film qui est quand même... C'est moi qui résumais le problème. Je tourne avec ma fille, parce qu'elle est inconnue, et que mon fils est devenu une vedette française. Donc il y a une jalousie intérieure de mon clan. Donc, mais ça c'est pour ma propre analyse. C'est bon pour moi. Vous tourner avec ma fille qui est inconnue et puis consacrer un film. Vous le faites dans une cuisine où ce dialogue, vous le faites dans un machin où elle est trompée, où elle trompe, où elle est magnifique. Elles sont magnifiques ces femmes. Votre fille y compris. Donc c'est cette beauté féminine et cette beauté aussi comment il s'appelle, Gilles, mais dans le Caravaca. C'est des gens merveilleusement beaux, on a envie de les regarder. Oui, c'était un ami de mon père. Je l'ai pris surtout parce que c'était un ami de mon père. Mais c'est une raison comme ça, c'est-à-dire que je fais vraiment... Tant mieux. Non, mais je dirais, alors, qu'est-ce qui fait que vous écrivez, que vous dites que vous avez un devoir freudien de faire lire à vos étudiants? Là, c'est-à-dire, ça c'est la troisième... C'est le troisième film, que j'ai fait d'une trilogie où il y a un film qui s'appelle La jalousie, il y a un film qui s'appelle L'ombre des femmes, et il y a celui-là qui s'appelle L'amant d'un jour. Et je pensais pendant le film, parce que pour en parler, j'aime mieux regarder les films pour pouvoir en parler avec vous. Moi, je trouve que c'est pas tant... enfin, vous allez me dire que je suis bien psychanalyste amateur, je ne me permettrai pas, mais je trouve que c'est pas tant... on pourrait dire le désir féminin au sens de la libido féminine, qui est un inconnu. C'est plutôt l'ombre des femmes, ce que les femmes font dans l'ombre, c'est ce que je voulais dire par l'ombre des femmes, un peu comme ce plan quand on dit, on voit le prof de philo qui remonte une rue la nuit et on dit il allait marcher la nuit dans une rue où quand il était jeune, il montait avec des putains. Et ça, c'est un plan très masculin. Et ce qu'on ne connaît pas, on pourrait dire, dans cette histoire d'inconnu que Freud dit, les femmes ne parlent pas beaucoup sur le divan et tout ça, c'est beaucoup plus difficile de savoir, c'est cette ombre-là, de quelle nature elle est chez les femmes. C'est une chose qui est un mystère, un bout de gomme absolu pour l'homme. Le continent noir. Pardon ? Ça s'appelle le continent noir. Le continent noir de la femme, voilà. Et moi je trouve que c'est ça qui est beaucoup plus un mystère pour le masculin que cette histoire de libido où on se dit, bah, de toute façon maintenant c'est admis, comme je disais à Safouan, je disais, dans les dernières séances, moi je trouve que, est-ce qu'on peut dire que la libido comme puissance d'énergie est égale chez la femme et chez l'homme? Alors, bon, il m'a répondu, vraisemblablement. Et alors maintenant, c'est la mode de dire, en plus chez les femmes, quand c'est les intellectuels qui disent ça, puis si vous prenez au contraire
les gens, les prolétaires, vous leur demandez, ils disent beaucoup moins, c'est beaucoup plus chez les hommes, etc., l'obsession dans laquelle il tient la libido. Mais en fait, la vérité, c'est que ça, on peut concevoir que c'est égal en puissance. Hein, je peux dire. Le fait qu'on y pense tout le temps, c'est impossible de se détacher de ce truc-là. Ce truc-là n'était pas admis il y a seulement 100 ans, quand même. Le fait que... Alors bon, ça c'était plutôt l'ombre des femmes que j'essayais de faire. La jalousie, c'était plutôt la névrose. Quoique la névrose, c'est la chose que j'ai le moins bien compris. J'ai mis très longtemps à comprendre ce qu'il nommait la névrose, que Freud nommait la névrose. Mais bon, le fait que, quelque part, ça nous mette sur les nerfs, au plus simple, une chose qui nous fait mal nerveusement, on peut concevoir que chez la femme et chez l'homme, les actes, etc., et tout ça, et font aussi que les névroses sont aussi importantes quand elles commencent à se former. Mais par contre, l'inconscient féminin, là où je voulais aller, c'est-à-dire en traitant le complexe d'Électre, ah oui, ça pour moi c'est beaucoup plus un mystère. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme la libido, c'est-à-dire c'est égal et symétrique, quoi. Oui, mais quand même c'est fait de complètement autre chose. Parce que même quand il dit le complexe d'Électre, Freud, il dit... il ne dit pas trop, hein. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Ouais, et puis... Pas du tout. Enfin, si, il dit que de toute façon, c'est pas pareil qu'on se dit parce qu'on est tous de la femme. Déjà, c'est différent. Voilà. Puis après, il y a Simone de Beauvoir qui, dans ses mémoires, qui dit oh là là, comment il a dit Freud, etc. C'est pas si simple, l'histoire du complexe d'Électre. Mais en fait, c'est comme ça que c'est comme ça que je voulais traiter le film. C'était pas le complexe d'Électre lui-même, mais ce que le complexe d'Électre engendre. C'est-à-dire le comportement, le fait qu'elle présente, alors qu'elle est devenue meilleure amie de sa jeune belle-mère, elle lui présente un mec, évidemment, pour mettre des bâtons dans les roues de l'amour avec son père. Et qu'elle le fait en même temps, complètement innocent. Moi, ce que j'ai compris, on va passer la parole aux femmes aussi, la question, c'est combien... Elle fait ça par procuration parce qu'elle n'ose pas le faire elle-même. C'est ce qu'elle croit, elle. Oui, elle fait une mauvaise analyse, elle croit que quand elle fait ça, elle fait juste un acte par procuration, et qu'en fait, ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle simplement, elle fait un acte contre sa belle-mère. Elle fout en l'air voilà, dans ce sens-là, c'était le complexe d'Électre. Mesdames, alors on peut faire. Tu veux dire un mot? Merci beaucoup pour ce film, parce que nous travaillons pas mal sur la question du féminin. On a écrit un livre d'ailleurs qui est là sur la manière dont le féminin se représente au cinéma. Donc du coup, votre film rentre tout à fait dans ce qui nous intéresse. Et merci beaucoup, ce film est très, très complexe, très intéressant, très, très beau aussi. Et je me disais en regardant le film, vous montrez très bien, en particulier quand il y a cette scène où cette jeune femme arrive et elle est dévastée par la rupture amoureuse, vous montrez très bien qu'il y a justement quelque chose qui s'effondre chez une femme quand l'amour s'en va. Et je trouve que des scènes, en tout cas autour des ruptures que vous montrez, sont très justes. Alors nous, en tant que psychanalyste, ça nous intéresse beaucoup, parce que qu'est-ce qui se passe au fond ? Pourquoi il y a ce vacillement ? Pourquoi une femme se sent à ce point-là perdue ? Alors nous, on a toute une théorisation chez Freud, chez Lacan, pour comprendre comment le féminin s'organise, pourquoi justement il y a quelque chose d'une espèce de fragilité là, à ce point-là, en tout cas, au point de l'amour. Et je trouve que dans votre film, en tout cas, ça illustre très bien ce qu'on travaille tous les jours. La perte, vous dites la perte, c'est ça. Voilà, quelque chose autour de la perte. Et elle le dit souvent, je ne vais jamais y arriver, au point où elle a envie d'en mourir. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, nous, dans notre clinique. Quelque chose où les femmes ont un rapport à l'amour, évidemment, particulier par rapport aux hommes. Et donc, je trouve que votre film illustre très bien ce que nous, on essaye, en tout cas, de travailler. Et puis, de très, très beaux plans, bien sûr. Et j'avais une question peut-être aussi sur le noir et blanc, puisqu'au fond, je me disais en regardant encore votre film, que au fond, c'est pas noir ou blanc, la vie, ou les sentiments, ou les émotions, ou l'amour, et que peut-être ce noir et blanc, toutes ces nuances de gris, je trouve que ça fait peut-être d'autant plus comprendre la complexité des rapports amoureux, des rapports humains. C'est surtout le moyen de sortir du naturalisme, ce qu'on appelle en art naturaliste, c'est-à-dire si vous faites en
couleurs, vous avez, par la photographie, vous avez une impression de réalité, alors que là, ça se détache dans l'imaginaire. Mais de toute façon, j'ai des pratiques aussi qui ont rapport par rapport à Freud aussi avec le rêve, parce que si je vous cite par exemple le pré-générique, avant le titre, la scène à l'université où il s'enferme dans l'ancienne toilette des professeurs, et la scène où il sort avec une autre élève, et puis il renonce. Il renonce et il rentre à la maison. Ces deux choses-là sont des rêves notés, mais notés au réveil, et que j'utilise que je mets pas comme rêve, que je mets comme du réel. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça produit très souvent l'inquiétante étrangeté, le fait qu'il y a une phrase de dialogue, et ça je le fais toujours. Si je parle par exemple les 3 films dont je vous parlais, la trilogie que j'ai fini avec celui-là, dans chaque film il y a au moins 2 rêves qui sont des scènes entières et qui ne sont pas notés comme rêves mais qui sont comme des scènes quotidiennes et que je tourne juste parce que je trouve que c'est-à-dire qu'on a besoin pour mettre en scène une scène, on a besoin de quelque chose ce sur quoi s'appuyer. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent des choses autobiographiques, c'est pour pouvoir s'appuyer sur un souvenir, mais si on s'appuie sur un rêve qu'on a fait, c'est pareil, on a comment expliquer, on a quelque chose de tangible par rapport à comment ça sonne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'était l'impression produite, etc., de cette situation. Et donc un rêve, c'est exactement comme du réel, c'est une espèce de donnée où on n'est pas en train de faire une fantaisie, on a comme si on avait le rapport du réel, du rêve, et puis on le reconstruit. Et j'adore faire ce truc-là, et donc ça s'appelle, c'est pour ça que c'est onirique par définition. C'est un cinéma qui est réaliste onirique, parce que dedans il y a quelque chose qui tient de... En même temps, pour Freud, le rêve c'est figurable, et donc l'image, et ça figure. Vous faites un rêve et vous figurez au cinéma. Il y a une économie d'énergie, ça raccourcit au fond. D'avoir un rêve sous la main, de le mettre, c'est comme la construction d'un rêve quand on fait un rêve. Mais j'ai déjà fait un truc comme artiste. Figurable, oui. Parce qu'en fait, les artistes, nous, on veut toujours, je sais pas, on analyse aussi, peut-être vous voulez toujours aller dans l'endroit où il y a l'inconnu, on pourrait dire comme les terres inconnues. Hein. Bon. Et ben, en art, pareil, tout ça, c'est des rêves que j'ai notés au stylo à 6h du matin, mais par contre, il m'est déjà arrivé de faire un rêve pendant le tournage et de le noter directement. Je suis arrivé à faire ça dans des amants réguliers avec ma caméra, c'est-à-dire d'appeler mon assistante, de lui dire tu vas au BHV. Oui. J'ai rêvé d'un petit camp de concentration personnel où il y avait une fille avec une flamme qui était allongée, et puis il y avait un jeune homme qui rentrait dans le camp et qui venait la délivrer et qui l'emmenait avec elle. Et je suis arrivé, je lui dis à mon assistante, t'achètes du fil de fer barbelé et des espèces de pieux comme ça, et puis je suis allé dans la forêt avec mes 2. Et tout de suite, j'ai tourné le rêve noté avec ma caméra. C'est-à-dire, je ne suis pas passé par l'écrit, j'étais droit. Mais il y a quand même une cohérence dans le film. Il faut bien que les séquences soient... Ah bah là, il se trouvait juste que le jeune homme, il prenait... il s'empoisonnait à la fin parce qu'il avait été quitté. Ah ouais. Et, non, dans le film, dans le réel, il avait été quitté, il s'empoisonnait. Il mangeait de l'opium, il s'empoisonnait. Donc c'était le songe qu'il faisait quand il était en train de mourir. Et donc j'avais noté, mais je m'étais servi du rêve. Je crois qu'une conduite différente en art donne forcément quelque chose de différent. Oui. Alors moi, il y a une question, mais après, c'est juste le récit et la récitante qui parlent au passé. C'est comment ça, il y a une sorte d'unité, parce qu'elle scande les images, le discours-image est scandé par ça. Il y a parfois il y a quelque chose des sentiments, un peu comme dans le cœur antique, comme disait Arnaud dans un texte. Et puis du côté du femme, la narratrice, elle est du côté des femmes. C'est un peu comme si cette voix off, l'homme, il n'entend pas. Il n'est pas au courant de toute cette chose qui se déroule. C'est pour ça que j'ai choisi que ce soit une comédienne qui fasse la voix off. Ouais. Ça, c'est très intéressant et très beau, parce que avec le noir et blanc, justement, ça donne cette impression d'un ailleurs, tout en étant dans l'intime de tous les jours. Mais oui, tu veux parler, non? Oui. Peut-être, on comprend que votre analyse a duré que 6 mois, puisqu'elle continue à perdurer dans votre création et votre art. Oui, oui. Vous avez une chance plus que d'autres,
qui restent des années sur le divan pour Oui. avancer. Ouais. Mais vous Oui, faites si vous voulez. votre Mais c'est pas propre- pareil quand même là. C'est pas pareil que l'analyse quand même. C'est pas pareil. Non, mais c'est une. Quand vous dites que vous servez d'un rêve, Ouais. un rêve. Ouais. euh, Non, c'est vrai aussi, quelque part, oui. Mais c'est surtout, moi, quand je lis par rapport à vous, quand je lis Freud, c'est que je lis comme un romancier extraordinaire. Et Freud C'est-à-dire, dit bien que c'est dans la littérature et chez les artistes, on doit aller chercher ce qu'est la psychanalyse. Freud, quand même, il disait l'art, c'est la seule chose qui n'est pas guérissable, quand même. C'est-à-dire, à un moment, il parle pour l'art, il ne dit pas ça dans ces termes-là, mais c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que ce qui n'est pas psychanalysable, c'est très probablement ce qui est du domaine de l'art. C'est l'endroit où il s'arrête, je trouve. Et d'ailleurs... Serait-ce le féminin, le continent noir? Non, ça n'a rien à voir. J'ai eu Non, pas du tout. Les femmes, pour connaître le continent noir, là c'est beaucoup écrit avec des femmes. C'est pour ça que ça plaît aux femmes, c'est parce que il y a peut-être les 2 tiers qui sont écrits par deux co-scénaristes. Mais non. Il y a une féminité chez l'homme. Non, mais les films des femmes sont complètement différents. Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda n'est pas du tout construit comme ça. Ça ressemble vraiment à un film de femmes. Et il y a un film de femmes que je vous conseillerais qui s'appelle Camille Redouble. Oui. C'est un film extraordinaire sur justement encore la perte. La femme qui se retrouve seule, on a l'impression que c'est comme si c'est une réalisatrice-actrice, on a l'impression qu'elle se filme elle-même comme si elle était sur le trottoir, qu'elle attendait un nouveau mari, quoi. Non, mais en même temps, elle est comme sur un divan, elle redouble sa vie sur le divan. Ouais, si on veut, oui, parce qu'elle joue âgée, voulait dire une enfant qu'elle a été, tout ça. Mais en fait, un film de femme, pour moi, c'est complètement différent. Ouais. Mais là où vous vous rendez bien compte que c'est l'inconnu, et ma femme m'avait volé dans les plumes, comme j'avais dit ça, mais vous savez combien il y a de grandes peintres au Louvre exposées? Il y a une peintre. Il y a Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, c'est tout. Il y a une peintre avec une salle, avec des tableaux, et on peut trouver une ou deux toiles, comme ça éparpillées, de peintres inconnus, mais on vient de siècles et de siècles d'art où il n'y avait pas de femmes qui s'exprimaient, sauf dans les rôles d'interprètes ou de danseuses, sauf des actrices ou des danseuses. Mais donc l'histoire de la peinture par la femme, ou le cinéma par la femme, etc., c'est une histoire qui commence maintenant, mais que moi je crois ne peut pas se résoudre en 24 heures. Il faut au moins 3 générations pour que tout d'un coup... Non? Vous ne pensez pas? Alors pour l'art, moi je pense que Parce que... Les femmes existaient dans l'histoire depuis plusieurs siècles, elles ont été effacées. Vous voulez dire leurs œuvres? Elles ont été complètement effacées Leurs œuvres? dans l'histoire. Non, l'histoire, on retrouve les œuvres. Vous êtes dans d'autres pays, elles sont exposées. Aux États-Unis, elles sont exposées. Au Portugal, elles le sont. Vous voulez dire les œuvres modernes? On les a complètement effacées. Vous voulez dire les œuvres anciennes? Oui, bien sûr. Ça fait... Vous voulez dire, oui, mais c'est très rare, vous vous rendez pas compte. Moi qui m'intéresse à... l'époque de Louis XIV, Quand on a lu Colette, en France, quand on a lu Colette, un peu Georges Sand, et Madame de La Fayette, et toute la... Voilà, quand on a lu 5 femmes qui ont laissé des livres, je veux dire, on a fini. Non, c'est vrai, ça. Il faut... des peintres, mais c'est pareil. Non, franchement, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. C'est comme, si vous voulez, par exemple... Non, c'est qu'elle n'avait pas le droit de faire de l'art. C'est qu'elle n'avait pas le droit, vous le savez très bien, pour les 2 peintres. Mais, Claudel, hein. voilà, et on voit très bien... Claudel, c'est l'exception, oui. Voilà. Non, mais il ne faut pas se mentir. C'est pas, si on descend dans les caves du Louvre, on ne va pas trouver des chefs-d'œuvre de femmes. C'est pas vrai. Ils sont à faire. Et elles vont les faire. C'est évident. Non, parce qu'on les a envoyés aux États-Unis, on les a... Mais non, c'est pas vrai, madame. C'est pas vrai. Je veux voir les œuvres, c'est tout. C'est pas vrai. Ça, je suis... Pour lire le journal de Vigée-Lebrun, on voit très bien que ce que... Ah, que c'était interdit pour une femme. Comme pareil c'était interdit d'être peintre. Mais bien sûr. Mais il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas des chefs-d'œuvre féminins dans les caves du Louvre, de l'ordre de 3000 peintres, comme il y a au Louvre, exposés masculins. Et ça, c'est un fait dans l'histoire de l'art. Si vous dites, sinon ça serait fait, s'il suffisait de déterrer les œuvres qui auraient été interdites dans les caves. Pas du tout, c'est l'activité de l'artiste qui a été interdite aux femmes. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'œuvre. C'est normal. Là-dessus, il ne faut pas se mentir, quand même. Bon, je voulais vous relancer un peu sur ce que j'ai ressenti par rapport au film,
peut-être que ce débat, enfin, on pourra le reprendre peut-être après, vous remercier et dire que c'est un très beau film, je trouve, c'est extrêmement ciselé et qui figure quelque chose effectivement, de ce continent noir de la féminité, de quelque chose de l'énigme du féminin pour les hommes, c'est-à-dire pour les hommes et pour les femmes d'une autre façon, et qu'il y a cette mise en abîme qui est très belle. Donc ça, c'est un point. Et par rapport à l'intrigue, bon, il y a deux femmes et un père. Et cette figure du père aussi qui est très belle, c'est étonnant. Enfin, ça met en perspective ces deux femmes qui ont des positions différentes par rapport à leurs désirs et leur jouissance aussi. Chacune, voilà, une va voir son père retrouver. Quand elle est quittée, elle a un père chez qui aller, l'autre apparemment elle n'en a pas. Enfin, lui il fait des divorces. Donc il y a comme ça très différentes positions. Et ça parle surtout de l'impossibilité de parvenir en sexualité pour l'homme comme pour la femme à quelque chose qui soit apaisé. Ça parle de l'impossibilité de la résolution de la sexualité. C'est ça que j'ai toujours cru depuis très vite, que c'est l'endroit, si l'amour existe, on pourrait dire, comme beaucoup de gens l'ont constaté pour l'avoir vécu, la seule chose que tout le monde pourrait dire, c'est même quand en 68 on écrivait misère, la misère la misère sexuelle dans les milieux étudiants, et c'est la misère sexuelle dans tous les milieux, je veux dire. C'est ça que... Il y a aussi cet écart entre voilà. amour, désir, là-dedans, jouissance. les femmes et les hommes sont dans le même bateau. Oui, c'est quelque chose qui est propre à notre civilisation, où quelque part, la sexualité est un insoluble, absolument. Si vous voulez vivre avec quelqu'un, la première chose qui se présente, c'est que c'est insoluble sur le plan de la sexualité. Quelles que soient les décisions que vous prenez, parce que peut-être parce que la sexualité a ça de commun avec l'amour, qu'elle nous est surimposée et on est plus faible qu'elle, comme on est plus faible que l'amour, heureusement, ce qui fait que l'amour est... il y a une chose que je trouve très drôle d'ailleurs, dans le seul endroit où, même si je considère que Freud est un beaucoup plus grand génie que beaucoup de génies sur la Terre, quand il dit qu'il est interdit de tomber amoureux entre un psychanalyste et son patient, je trouve ça à mourir de rire. C'est comme si on disait, non, ici, l'amour ne passe pas. Mais l'amour passe où il veut. C'est pas interdit, ça n'est pas extrêmement intéressant pour l'analyse. Oui, non, mais c'est pas interdit. Oui, mais si, quand même, il dit qu'on ne devrait pas. Il ne faut pas de passer à l'acte. L'amour, c'est le levier. Mais ça, c'est d'une naïveté incroyable. Mais le transfert, c'est quoi? Alors, j'avais une question. Moi, je vois sa naïveté. Bon, là, je me trompe peut-être, mais je le vois dans l'art. Vous parliez tout à l'heure, Freud, quand il parle de l'art, c'est quelque part totalement à côté de la plaque. Quand il parle du Moïse, du Moïse, etc. et tout ça, c'est totalement... Ah ouais, c'est totalement à côté de la plaque. Par rapport à comment on travaille, etc. La seule chose qui, moi, m'apparaît quand je vois le Moïse, c'est que vraisemblablement, Michel-Ange a fait poser deux personnes différentes pour faire le corps et la tête, et que c'est ça qui est embêtant dans la statue, c'est qu'elle n'a pas... La tête n'a pas son corps et le corps, etc. Et Freud ne le voit absolument pas, et c'est une chose qui ne l'effleure absolument pas. Donc je pense que s'il y a un endroit où Freud, comme beaucoup de grands génies, ne savait pas, c'est à l'endroit de l'art, c'est un mystère et bout de gomme absolu pour lui. Il dit quand même que l'art précède la psychanalyse, quoi. C'est-à-dire que les psychanalystes vont toujours courir après quelque chose de... Voilà, je voulais vous poser une question. Pas précède, c'est juste que c'est quelque chose qui ne peut pas sur être... votre choix du titre. Pourquoi d'un jour par rapport à toujours? Pourquoi ce titre? Peut-être vous pouvez nous... Enfin, certainement. Parce que toutes les femmes ou tous les hommes rêvent d'avoir une amante d'un jour ou l'amant d'un jour. Ça fait partie du fantasme. C'est impossible. De passer une nuit qui soit extraordinaire, je sais pas, peut-être, je sais pas, j'ai même oublié si ça m'est arrivé. Le personnage de Jeanne, pas du tout. Elle n'est pas là-dedans, elle a le son Mathéo, elle... Ah oui, ouais. c'est ça. Ah oui. Ouais. Mais là où c'est vraiment intéressant dans vos deux personnages féminins, c'est que il y en a une en tout cas, et d'ailleurs le personnage masculin le dit, tu es un Don Juan féminin. Hein, et je trouve que ce renversement là aussi est vraiment intéressant, parce que du coup, il y a une espèce d'inversion. D'habitude, le Don Juan est plutôt masculin, et là, vous mettez en scène une femme pour qui justement son désir serait non pas sans limite, mais en tout cas elle s'autorise. Hein. Et peut-être que là, il y a du coup quelque chose que vous montrez qui est voilà. Une cherche l'amour, l'autre cherche... Peut-être.
il y a quelque chose, peut-être je me trompe, mais le féminin dans votre film, je l'ai trouvé chez le père. C'est fou à dire peut-être. Je trouve que l'homme, qui est le père, comme personnage, est plein de féminin. Et que les femmes sont disjonctées en deux types de femmes. L'une qui fait l'homme, mais qui est comme la virilité, enfin, qui dit comment reconnaître un bon goût. C'est des Enfin, elle fait pas l'homme, elle fait la femme, vous voulez dire, comme plutôt. C'est Ariane qui dit ça. Oui, c'est ça. C'est Ariane qui dit ça. Ça, vous appelez ça en psychanalyse faire l'homme. Non. Pas forcément en psychanalyse. Vous voulez dire d'être active sur le plan. C'est une parole d'homme, ou quand elle dit à propos du jeune que oui, c'est parce qu'il n'y a pas de Jeanne veut lui vocabulaire, faire c'est autre avoir chose. par procuration. Oui. Elle dit Ouais. c'est parce qu'il n'a jamais eu, une femme n'a jamais eu le dessus sur lui. C'est pour ça qu'il n'est pas capable De le d'être dominer, amoureux. des trucs. C'est toutes les femmes scénaristes qui écrivent ça. Et moi, je passe ça aux actrices et j'observe juste ce qui se passe. Non, Mais je ne justement, connais ça- pas ça les fait aboutissants aboutissants de surgir tout ça. tout ce Je qui suis un est passeur. l'énigme du féminin. Oui, oui. Je me souviens des phrases de Lacan, mais j'espère. C'est le seul endroit où j'ai rencontré la virilité, c'est chez les femmes. Bon, c'est une sorte de mascarade, la virilité. Mais il y a du féminin chez l'homme et chez. L'énigme du féminin chez l'homme est la même que celle qu'on cherche chez la femme. C'est le même continent. Enfin, c'est une hypothèse. C'est le continent noir, quoi. Et les hommes, Oui, bon, c'est vrai. ils ont leur pénis devant les yeux, donc Oui. ils ne peuvent pas dire je suis une femme. Mais c'est très. L'histoire de l'inconnu Sauf les transsexuels. pour l'homme, par exemple, quand je faisais la jalousie, qui était le premier volet du triptyque, il fallait que je voulais savoir ce que les femmes faisaient, comme il y a très peu de prostituées hommes hétérosexuelles, je voulais savoir ce qu'elles faisaient, ce qui correspondait quand un homme quittait le logis en cachette et allait monter avec une prostituée, revenait. Je voulais savoir chez les femmes, comme je me doutais que ça existait, mais que c'était d'une autre nature, comme ce continent noir-là, je voulais absolument comprendre qu'est-ce qu'elles faisaient quand elles faisaient un acte de déviance, un peu comme on est tous des micro-pervers dans un coin de notre conscience. Hein. Et à la fin, c'était compliqué parce que je crois avoir compris qu'elles allaient dans les bars où il y avait des mecs qui étaient faits pour ça, mais qui ne se faisaient pas payer, etc., puis qui n'étaient pas loin d'être des gigolos, comme ça, simplement, et d'être en train d'attendre des filles. Mais je suis sûr de rien. C'est-à-dire que si vous le demandez à vous, vous ne le saurez pas non plus. Et donc, ça veut dire, cette histoire du continent noir féminin, je prenais un exemple concret parce que je voulais le faire jouer par la comédienne, qui n'avait pas de travail, et qu'est-ce qu'elle fait quand elle dérive, la dérive? Eh ben, c'est très compliqué. L'homme ne sait pas du tout ce que la femme fait. Parce que l'homme fait tout le temps, a toujours par exemple, l'homme, il regarde tout le temps dans la rue, sur les kiosques, tous les nouvelles. Chaque fois que Dorcel sort une nouvelle couverture, tous les hommes la regardent, par exemple. Qu'est-ce qui correspond à ce geste chez les femmes? C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. C'est-à-dire en quoi, tout d'un coup, elle passe près de la pornographie. On ne sait pas du tout. Donc c'est un vrai mystère ce que font les femmes pour l'homme. Encore maintenant, en 2017. Mais c'est très bien, hein, je ne dis pas ça comme s'il y avait quelque chose de mal là-dedans ou quoi. C'est au sens de les animaux humains qu'on est, on est quand même des étrangers encore sur une très très grande partie. Non mais vous qui êtes cinéaste, pour les femmes, le visuel est beaucoup moins investi, parce qu'il y a l'amour justement qui est quand même plus investi que pour les mecs. Et donc la pulsion visuelle chez l'homme, il veut regarder les bosses et les trous, c'est par là où ça bande, quoi. Même si c'est pas tout à fait comme ça qu'il veut de temps en temps quand même. Mais moi je voudrais revenir à l'art, parce que Freud, il n'interprète pas l'art, il est interprété par l'art. Quand il travaille Léonard de Vinci, il va décrire des choses qui vont nourrir la théorie freudienne en se contredisant lui-même. Oui, c'est pas pour étayer l'art qu'il fait ça, c'est pour étayer la psychanalyse. Je sais. Il a donc cette façon d'utiliser les grands pans de la culture, notamment Michel-Ange aussi, pour faire ce que c'est que la colère, par exemple, ce que c'est que la loi.
C'est là où les choses sont voilà. Mais ceci dit, moi, quand j'ai lu Psychopathologie de la vie quotidienne, quand j'avais, je sais pas, 30 ans, j'ai pensé, ah, on dirait un polar, quand même. Psychopathologie de la vie quotidienne. C'est écrit comme un polar, quoi, je trouvais. Oui. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais pour parler un peu de ce que dit Muriel Prieur à l'instant, le continent noir chez l'homme aussi, si on peut parler comme ça, c'est que Freud a vraiment peiné. Il y a un bouquin qu'il faut avoir lu, puisque vous êtes devoir freudien, comme vous dites, devoir freudien et tout. C'est les 3 essais sur la théorie de la sexualité infantile, où il a pataugé de 1905 à 1925, et en 25, il conclut avec des textes qui sont à côté, différences anatomiques entre les sexes, etc., qui ne sont pas dans le livre lui-même. Et il fait des préfaces différentes. À la dernière, enfin, en 25, il dit, mais le manque est le même. Il n'y a pas de problématique de sexualité dans l'inconscient en tant que tel, homme et femme. C'est que le manque phallique est le même pour tous les deux. Et que les deux sont soumis au même manque. Et c'est là où il y a quelque chose qui vient totalement faire basculer sa façon de penser, qui fait qu'il a eu des ennemis encore plus. Parce qu'il allait, l'envie du pénis, c'était pas du tout l'essentiel. Le complexe d'Electre, ça marche pas du tout. C'était Jung, le complexe d'Electre. Et lui, ce qu'il veut dire. Mais Freud aussi, je l'ai trouvé dans pas Freud trop. aussi. Non, il le critique. Il critique. Oui, mais il le nomme aussi, comme. Oui, il le nomme comme. Ouais. Mais en même temps. C'est sûr, parce que c'est comme ça que j'ai fait produire le film. Comme j'avais un jury à l'avance sur recette qui était dirigé par une femme avec beaucoup de femmes. Et il fallait que. C'est que maintenant, l'avance sur recette, c'est comme l'agrégation, carrément. C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui tournent des films que c'est comme si on passait à l'agrégation. Et j'ai bossé pendant 4 mois le complexe d'Electre. Et les gens savent, mais en même temps, vous savez, mais les gens, ils ne savent pas bien ce que c'est le complexe d'Electre. Donc, juste en travaillant ce que c'était le complexe d'Electre, le mythe sur lequel ça s'appuie, comment c'était symétrique, mais forcément différent et tout, et comment j'allais traiter que l'inconscient faisait le contraire de ce que faisait le conscient dans une amitié. Il cherchait la mort de l'autre ou l'élimination de l'autre, de toute façon que l'inconscient, il n'était pas forcément dans le même sens que le conscient. Ce que vous dites, c'est ça le point que Freud découvre 25, c'est combien le complexe d'Oedipe n'est pas premier, ni le complexe d'Electre, c'est second. Au départ, il y a un trou, on ne sait pas ce que c'est l'énigme du féminin, notamment, surtout, qui fait qu'on va bâtir, les névrosés Freud va bâtir le complexe d'Oedipe pour tenir ce trou quelque part. Pour que ça tienne, et puis ça va être refusé le plus souvent, ça va être refoulé. Donc c'est là où la psychanalyse d'aujourd'hui avance des choses, et c'est pour ça que votre film est intéressant, parce qu'on voit quand même que, comme vous l'avez dit très très justement, il y a quelque chose qui échappe radicalement, c'est ce qui échappe radicalement, le complexe d'Oedipe ne le tient pas, ça ne vient pas le féminin dans le complexe d'Oedipe. C'est père, mère, enfant et phallus, mettons pour être complet, mais le féminin n'y est pas. Et pourquoi? C'est là où on a des enjeux cliniques et on pourrait dire artistiques aussi, où on s'aperçoit que la structure de l'inconscient se transmet dans les films, indépendamment de l'auteur qui sait. Ah, ça, c'est sûr. Hein, c'est ça, bien sûr. Quand on dit toujours une chose inconsciente, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, d'ailleurs, beaucoup couper. Au montage. Oui, au montage. Et parce qu'en France, on a la dernière coupe, c'est-à-dire c'est le metteur en scène qui décide quel sera le montage final. En Amérique, où c'est le producteur qui a la dernière coupe, c'est-à-dire, moi un jour j'ai vendu un film de 1h20 à mon premier long métrage à Universal des Américains, et quand je l'ai vu aux États-Unis, il faisait plus de 45 minutes, quoi. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus rien dire. Mais justement, pourquoi ça ne veut plus rien dire? C'est parce que ce que vous avez dit inconsciemment ne se lit plus. Si vous en avez trop, si vous écrivez 500 pages et que vous en gardez 20, ça ne sera pas. C'est ce que je dis, c'est la trialectique n'existe pas, quoi. C'est comme si on voulait dire plus qu'un truc dialectique, et à ce moment-là, on redevient didactique, tout simplement, si on enlève trop les choses. Et donc, c'est pareil dans ça. Par exemple, le film, il y a une scène qui a sauté, quoi. Mais il faut pas trop enlever, parce que justement, ce que vous dites, c'est très important. On dit une chose consciemment, et inconsciemment, on dit une autre chose. Et là, je pense que dans la trilogie, comme c'est suite à la mort de mon père, qui était une des personnes que j'aimais le plus au monde, c'est évident que c'est ça qui se dit inconsciemment. C'est-à-dire quelque chose par rapport à après la mort du père, quoi. Et alors, pour reprendre justement le père dans le film, il tient le coup. Il ne flanche pas. Bien qu'il soit malheureux quand il y a le désamour et qu'il décide que c'est fini, c'est pas simple pour un homme de dire que c'est fini. Il va faire un tour et il revient, bon, elle est partie. Non, c'est-à-dire que je pense qu'il veut... Oui. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que... Alors, si on dit, Freud, il dit la monogamie, c'est un très grand progrès par rapport à la polygamie. Bon, alors,
mais on ne sait pas, lui, quel monogame réellement il était non plus. Parce que, quand même, vous savez très bien, vous tournez autour depuis plusieurs décennies sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'était sa belle-sœur, est-ce que non, c'était platonique et il avait juste. Il cessait toute sexualité, tout c'est un grand mystère. Comme cette affaire, comment, pourquoi c'était aussi compliqué pour lui que pour nous, c'est ça que je veux dire. Alors, si on dit la monogamie et tout ça, pourquoi vous me demandiez quoi par rapport Le père tient le coup. Il est... Oui, c'est ça. Alors, donc, il voudrait être un peu éclairé comme on est aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas, quelque part, complètement étouffer sa sexualité. Il tolère qu'elle est... Mais c'est simplement parce que ce que je voulais montrer, il tombe dessus. Il a un traumatisme psychique d'avoir vu la chose. C'est une chose qu'il ne peut pas dépasser. Parce que s'il parce qu'il assiste à la jouissance féminine. Alors que tant qu'il s'était dans son dos, c'est relativement maîtrisable. Mais ce truc-là est trop fort, ça lui fait un traumatisme. C'est parce qu'il tombe. Ouais. C'est parce qu'il tombe dessus visuellement. Et que c'est pas pareil de savoir une chose que de la voir. Et là, il n'est pas plus fort que lui. Qui est la scénariste? C'est une ou un scénariste qui a fait cette scène, qui a écrit la scène de... Ça, c'est moi, ça. C'est vous, hein. C'était pas un rêve. Hein? Non, ça, c'était pas un rêve, non. Pas un rêve. Ouais. Mais, non, c'est pas... bon, alors, je sais pas. C'est comme des espèces d'études, quoi. C'est des études de cas. Comme on est tous des 6e cas, je pense, hein, pour la psychanalyse. Largement. Mais non, en même temps, la jouissance d'Ariane, elle s'est toujours située de la même façon. À droite de l'écran, debout, avec un homme qui est là. Ah, ça c'est parce que c'est... Sinon, c'est très désagréable à tourner, parce que moi je suis quelqu'un d'assez chaste, quand je travaille, c'est très agréable à tourner, de se mettre dans un lit et de mimer l'amour. On a l'impression de se mettre des prothèses comme ça, avec sa caméra. La caméra est comme une prothèse, et j'ai horreur de c'est comme les films de Cronenberg, Crash, quoi. C'est une chose que je ne peux pas regarder, vous voyez. Et donc, je me suis dit, il faut qu'elle aime faire l'amour. Comment pourquoi c'est des 3 ou 4 fois de la même position? Parce qu'en fait, c'est pas obscène du tout à filmer, d'avoir un caméraman comme ça, d'être tout habillé, de prendre une fille contre un mur, et comme c'est une comédienne, elle fait semblant de jouir. C'est quelque chose qui n'est pas obscène à filmer. C'est pour ça que je l'ai filmé chaque debout. fois la même chose. Parce que j'avais trouvé que debout, c'était possible pour moi, parce que sinon je trouvais ça, c'était désagréable à faire. C'est très réussi. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ces scènes, c'est que précisément c'est la répétition, c'est-à-dire c'est la même chose. D'ailleurs, elle dit les mêmes choses, hein, d'une certaine manière. Et ça, c'est très intéressant aussi du côté de Don Juan, enfin, dans cette hypothèse en tout cas que souligne. Mais elle, par exemple, qui est une élève du conservatoire, elle n'est pas du tout comme ça. C'est une femme extrêmement... Donc il fallait que je montre quelque chose, parce que je me suis dit, mais comment va-t-on croire qu'elle fait l'amour avec tous ces garçons? Je ne voulais pas prendre ces Renoir, il disait, quand il avait fait La Bête humaine, vous savez, avec Jean Gabin qui conduit la locomotive, et Simone Simon qui le séduit, il avait dit, pour faire une femme légère, c'était Simone Simon, je ne prends pas une femme légère, je prends une bonne comédienne mignonne et je lui compose un personnage de femme légère, je lui fais jouer ça. Donc j'ai suivi Renoir à la lettre. Je me suis dit, je ne prends pas une fille qui fait de l'œil à la caméra. D'abord parce que généralement les filles qui font de l'œil à la caméra, vous pouvez essayer de vous les prendre dans la porte cochère, elles ne marcheront jamais. C'est juste qu'elles allument tout le temps. Donc je me suis dit, c'est pas une allumeuse que je voudrais, une comédienne allumeuse. Je vais prendre une fille très chaste et je vais faire croire qu'elle fait l'amour avec tous les mecs qui passent. Et je me suis dit, mais comment on va le croire si elle est chaste? C'est compliqué quand même à faire, que le portrait, si elle est... Et je me suis dit, il faut que je le montre, c'est tout. Si je le montre, on le croira, et comme ça, après, quand elle sera habillée, on pensera simplement, dès qu'elle se trouve seule ou qu'un homme rentre dans la pièce, hop, tout d'un coup, elle pense à ça. Et donc, il fallait que je le montre. Donc, j'étais obligé. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, ça fait, je sais pas, j'ai dû aller 200 fois au Louvre dans ma vie, sans mentir, parce que je suis plus encore un fan de peinture que de cinéma. Je me suis dit, il y a des nus sur tous les tableaux, ça doit être faisable quand même, sans que ça soit tout de suite déjà, comme si on tournait dans un bordel. D'ailleurs, on dirait un Botticelli, cette femme. Ouais, elle est très jeune, elle a 20 ans en fait, c'est une comédienne. Mais au conservatoire, quand je les fais travailler, je leur donne aussi les rêves de Dora ou les rêves de l'homme au loup, des trucs comme ça. Donc elles sont aussi très près du fait de savoir que c'est un travail sur leur inconscient. Et tout ça, avec mes élèves, je fais ça parce que je suis aussi, comme second métier, je suis prof au conservatoire,
Et je prends le cas Dora, et je leur fais apprendre le rêve Dora, puis après je fais comme s'il y avait un analyste, un des élèves qui tourne le dos, puis elle récite le cas Dora, et on a l'impression qu'on voit Dora qui raconte la maison en feu avec le sac, ou après l'homme au loup avec les loups sur l'arbre, un jeune homme. J'ai fait ça avec par exemple, au conservatoire, la directrice, elle a lutté contre les discriminations. Alors pour la première année, là j'en étais à ma 9e année, pas consécutive et tout d'un coup j'ai eu une classe, il y avait un tiers d'arabe, un tiers de blanc et un tiers de noir. Plus une jeune fille naine, plus un jeune homme handicapé mental. Et j'ai fait jouer par exemple l'homme au loup par un handicapé mental, mais qui est un très bon acteur. Mais c'était sidérant, je veux dire. Quand tout d'un coup il dit la vision qu'il a des loups par la fenêtre et tout, qu'il y a 7 loups blancs sur un arbre et tout, comme il était handicapé mais très bon acteur, on a une espèce de... Tout d'un coup, on voit quelque chose qui vous intéresserait, vous, alors, pour le coup. C'est-à-dire quelque chose de... Ce que veut dire vraiment le loup sans qu'on fasse du schématisme. Hein. Voilà, pour ce qui est de votre Freud. Vous avez un plan qui est un tableau comme de Delacroix. Quand elle se réveille près sur le lit, c'est un tableau, une photo. Ouais. Mais ça, je le fais pas consciemment, c'est parce que je vais tellement de fois au Louvre que après, quand je dis on fait comme ça, ça se fait sans que je sois en train de faire spécialement pictural. Et c'est un truc, parce que toute la nouvelle vague a été formée à la Cinémathèque française, et moi j'étais beaucoup plus au Louvre, parce que j'étais très longtemps entre être peintre et être cinéaste, comme ça. Et le fait d'aller au Louvre, et même j'y vais encore, avant de faire un film, je vais au Louvre 3-4 fois, comme ça et tout. Et pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand les gens parlent je sais pas, la nouvelle vague, c'est comme les impressionnistes, pour moi. C'est des gens, je peux revoir, comme on peut regarder de nouveau les toiles impressionnistes, je peux regarder des Truffaut ou des Godard, comme ça, mais 50 fois, s'il fallait. Je vois pas de très grande différence, finalement. C'est l'art du 20e et du 21e siècle, le cinéma. Mais je pense que c'est comme les gens qui étaient peintres ou écrivains dans d'autres générations sont devenus cinéastes beaucoup. Parce que c'est évidemment un art. Mais comme je disais, c'est un art qui est minoritaire, parce que c'est aussi un énorme divertissement, qui est comme le football, qui est une espèce de machin qui n'a rien à voir avec l'art, et où c'est des meurtres, etc., toutes des choses comme ça qui satisfont la population et qui ne sert à rien, je pense. Oui. Merci, c'est une soirée masterclass. On ne sait jamais à l'avance, mais rares sont ceux qui nous disent, vous savez, c'est le chef qui vous met derrière, vraiment avec lui devant le fourneau, à côté. Pas qui vous apporte le plat. Et donc, vous nous dites comment vous le faites. Donc, les questions servent, mais je pense qu'on apprend énormément. Alors, pour la sensualité des visages, quand même, en gros plan, là, cette image de Renato Berta, ce noir et blanc, c'est très sensuel, c'est très sexuel. Il n'y a pas l'obscénité de l'acte. Ils ne sont pas dans un lit, mais la façon dont elles sont cadrées, c'est du début à la fin du film... un poème sur leur beauté, un poème très sensuel. Hein. Moi, je trouve que les cadrages sont... C'est un grand opérateur, Renato. Bah, ouais. Et là, voilà, j'ai beaucoup de sensualité. Puis il y a ce côté, ces bruits elle marche en ballerine, mais il y a toujours ce bruit de sabot suédois qui est quasiment un son expressionniste qui accompagne toute la bande-son du film. C'est des bruits comme ça qu'on a... Parce que le film, en même temps, c'est vrai tout le temps entre le rêve et la réalité. Je trouve que Maurice Garrel avait raison, c'est un magnifique reportage, c'est très contemporain en fait. C'est noir et blanc, c'est pas en couleur, mais moi je trouve ça très moderne, c'est comme un reportage chez mes enfants, là, que j'ai l'impression de faire en voyant le film. Ce mystère aussi, c'est le mystère des générations, c'est le mystère de la modernité. On rentre un peu là-dedans, on peut suivre dans le film. Et donc sur le son, c'est comme ça, c'était prévu à l'avance, comme une partition qui avait accompagné le film. Ce sont sur le fait parquet, qu'on a dit on laisse le bois parce que ça va être bien. Quand on a fabriqué le décor là, avec le décorateur, on a dit on laisse le bois parce que ça va être bien avec l'ingénieur du son. Et en fait, c'est fait avec... c'est des films faits très très rapides. Ça s'est fait en 21 jours. C'est tourné très 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 rapidement. Et c'est un truc que j'avais compris de la nouvelle vague, c'est que pour être libre, justement, ils n'étaient pas dans les maisons de production, ils n'étaient pas le grand film des maisons de production, ils étaient le petit film dans le petit bureau, et on leur foutait la paix parce que ça coûtait 10 fois moins cher que le grand film. Et donc je me suis dit que le moyen d'être libre, parce que j'aime ça, la liberté de faire ce que je veux, c'est de faire des films qui soient très mesurés sur le plan matériel et tout.
Donc les 3 films coûtent pareil et ils sont même pas à la moitié du prix moyen du cinéma, quoi. Ils sont en dessous de la moitié du prix moyen si on additionne tous les films qui sont tournés et tout ça. Mais ceci dit, nous, on n'est pas la dernière. Je parlais de Eustache et Ackerman. On n'est pas la dernière génération. Derrière, déjà, il y a Adaos Carax et Arnaud de Péchin. Et je parlais de Noémie Lovski, il y a une fille aussi. D'ailleurs, c'est curieux si on parle des femmes, c'est pas pour vous chercher des crosses, hein, les femmes et tout, mais quand il y a un groupe comme ça, il y a toujours une femme ou 2, et puis il y a 4-5 mecs comme ça, et puis hop, ils incluent une femme avec eux, comme ils ont inclus Varda, les Nouvelles Vagues, puis ils l'emportent et tout, et puis elle fait vraiment, même les récents films de Varda, Les Plages d'Agnès et tout, c'est magnifique, mais un homme, il pourrait pas faire un film comme ça. C'est un film vraiment, ça s'appelle Les Plages d'Agnès, on y va en pensant, oh là là, ça va être complètement égotique, ça va être insupportable. Quelqu'un qui appelle Les Plages de moi-même et tout, on va, et c'est un film magnifique, complètement altruiste et tout, mais qu'on ne pourrait pas prévoir, qu'on ne voit pas venir, comme alors que les films des hommes, il y en a eu tellement. Maintenant, c'est déjà, c'est pas râpé, comme dirait l'autre, mais il y a eu 6 générations déjà depuis l'invention du cinéma. Mais quand même, c'est très. Vous avez de la chance en analyse, parce que Freud était juif, était un génie, était un homme très bon, à ce qu'on comprend, c'est pas vraiment, on pourrait lui reprocher peu de choses. Et alors que nous, le cinéma, c'était inventé par Louis et Auguste Lumière, qui étaient 2 types qui étaient devenus antisémites pendant la guerre, qui ont écrit contre les juifs et tout. Il y a un truc, ce que la Nouvelle Vague disait, une certaine tendance du cinéma français, il y a un truc en dessous le cinéma français qui est très. Il y a plein de poussières qu'on a mis sous le tapis, quoi. Il y a un truc qui est. Et donc ça, c'est très embêtant. Cette idée qu'il faudrait être des gens un peu d'avant-garde ou un peu plus humanistes et tout, dans un art qui en gros l'a pas été du tout, et qui a été souvent qui est réactionnaire dans sa production industrielle, etc. et tout. Non? C'est trop? Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Le cinéma, c'est bien quand c'est un humanisme, c'est là qu'il est bien. Oui, mais c'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. Il n'y a pas de enfin, en tout cas, c'est très rare. Après, en France, il est bon artiste, il est bon poète que mort, en fait. Il faut que le poète soit mort pour qu'on dise que c'était un grand poète, quoi. Mais jamais il règne de son vivant comme. C'est un truc. C'est comme ça. On attend qu'il soit mort pour dire que c'était un grand poète. Et ce truc-là existe sans doute dans le cinéma aussi. Ouais. Bon, on va peut-être arrêter maintenant. Il y a déjà, Non. Il y a déjà Vincent qui va faire. Oui, bonjour et merci pour ce film. Je ne sais pas si ça a sa place maintenant, parce que ce qui m'a frappé, c'est la première, pas rencontre, mais presque, rencontre en tout cas sexuelle, sensuelle, qui sont dans des toilettes, c'est-à-dire un lieu où il y a de la séparation de l'objet, de la chute de l'objet. Et il me semble que l'avant-dernière scène dont Gilles est témoin, c'est quasiment le même lieu. Ouais, c'est vrai. Et comme si Ariane, alors je ne sais pas comment vous avez choisi son prénom, mais bon, c'est peut-être pas par hasard, était prête, n'avait pas peur de la perte et de la séparation. Et j'ai remarqué qu'à la différence de Jeanne, elle regarde très souvent frontalement, ce qui n'est pas le cas de Jeanne, qui est beaucoup plus de profil, ou les yeux baissés. C'est vraiment 2 types de femmes. C'est vrai. C'est-à-dire, elles se sont choisies l'une l'autre, parce que comme je voulais faire un film avec ma fille, j'ai fait défiler des élèves du conservatoire, et tous les garçons sont tous des élèves du conservatoire aussi, même que j'ai pas eu comme élève moi-même, mais qui sont des élèves du conservatoire. Et donc c'est un truc que je fais depuis des années, de travailler avec des élèves du conservatoire. Et alors donc j'avais ma fille et j'ai fait défiler, et puis après j'ai demandé à ma fille avec qui tu veux jouer, et elle m'a dit je voudrais jouer avec Louis Chabillotte, je crois que c'est la mieux. Et j'avais raison parce qu'elles se sont bien entendues et tout ça, et quelque part, comme elles devaient jouer l'amitié, c'était très important qu'elles ne rentrent pas qu'elles ne tirent pas la couverture à elle et tout. Et donc il y avait une vraie relation, et ça c'est à cause de ça que ça a pu j'ai pu en faire le portrait, et que c'était pas fictif, quoi. Elles avaient un monde à elles qu'elles avaient établi.
partagé Ariane, mais c'est pas aussi beaucoup. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, oui, il sépare aussi. Oui, il fait casser leur amitié aussi. Il fait casser leur amitié, oui. C'est vrai. C'est comme... Pardon. Moi, quand je vois le film fini, tout ça, je pense beaucoup à... Il y avait un autre mouvement qui était très intéressant par la Nouvelle Vague quand j'étais jeune, c'était le free cinéma anglais. Et il y avait des films, il y avait un film qui s'appelait Un goût de miel, par exemple. C'était fantastique. C'était une jeune fille enceinte qui avait été mise enceinte, que jouait Rita Tushingham, et qui attendait son enfant tout seul parce que le type était parti. Et elle se mettait à habiter avec un jeune homosexuel. Et ils avaient une espèce d'histoire d'amour platonique très forte entre elle qui était enceinte et lui qui était homosexuel, qui ne la touchait pas. Et ça s'appelait Un goût de miel, et c'était magnifique. C'était des films en noir et blanc. Et c'était à la même époque que la Nouvelle Vague, c'était en Angleterre, ça s'appelait le Free Cinema. Et il faisait des portraits de meurtres comme ça, qui étaient très très beaux humainement, qui étaient très différents de la Nouvelle Vague ou du cinéma italien, d'Antonioni et tout ce qu'on veut. Et le free cinéma anglais, c'était des gens qui avaient... Et ils parlaient toujours de gens du peuple aussi, c'était intéressant, je pense, parce que je pense que si cette histoire-là avait lieu dans la grande bourgeoisie, on ne supporterait pas de la regarder. On penserait que c'est juste des affres de gens nantis, etc. Donc c'est aussi, j'ai compris ça de Renoir, c'est qu'il faut... si on parle des histoires de l'adultère, tout ça, si le type il est quincaillier, c'est intéressant, sa femme est partie, mais si le type c'est un grand bourgeois, on s'en fout complètement, enfin c'est parti, c'est un truc. Et on est arrivé dans le cinéma français à une saturation des histoires d'amour bourgeoise. Un quincaillier, c'est pas un grand bourgeois. Non, c'est quelqu'un. Oui, il a de l'argent, mais c'est quelqu'un du peuple. Non, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est à cause. C'est parce qu'on est arrivé à ça. On a trop fait. Et maintenant, beaucoup de films, d'ailleurs, les gens vont voir, on pourrait dire, presque le matériel de confort qu'ils ne peuvent pas s'offrir. C'est le petit clin d'œil quand il reçoit la flaque d'eau sur la tête. Voilà. C'est comme je suis, moi. C'est moi, ça, c'est les répliques que j'écris, moi, ça. Voilà. Alors, le film d'Ariane, voilà, ça m'était venu. Ah ouais. Ariane, le film d'Ariane, du labyrinthe. Ouais. Non, mais on les prend au hasard. Pour le féminin, il y a quelque chose. Non, mais tout ça, on prend nous, tout. Ça. Ouais, c'est vous. Comment? Oui, mais Dionysos va devenir Dionysos. Ah ben si, elles deviennent Dionysiaques, elle est des rythmes aussi. Donc, Alors, juste pour une petite info, il y avait une vieille femme de chambre à Calcutta m'avait raconté qu'au dernier étage du Grand Hotel, il y avait un bar à putes d'hommes. Bien sûr, ça existe. Voilà. Des fois, on voit un blouson noir qui vous attend. Ah non, là, il y avait vraiment des mecs au bar. Oui, et c'était des femmes chinoises qui allaient en voyage d'affaires. Vous voulez dire dans une autre société, qui allait en Chine, que c'était plus courant. Voilà, à Calcutta, ça existait au dernier étage du Grand Hotel. On va y aller. Voilà. C'est les cougars, les fameux cougars. Méfie quand ta fiancée te demande un billet pour Calcutta. Voilà, attention. Non, vous pouvez se méfier, elles font ce qu'elles veulent. C'est salir, comme disait Balzac. Alors, si on va voir une putain, après on est triste parce qu'on a juste été voir une putain. Ouais. Il écrivait ça, Balzac. Voilà. Je trouve que c'est assez bien. Pour Ariane et son activité érotique, c'est quand même une chance qu'elle a. Elle se donne ça, et puis voilà, ça n'a rien de... Oui, c'est pas... Oui, non, évidemment, vous avez vu, c'est que quand on discutait, on disait surtout, on ne fait pas une nymphomane. Voilà. C'est pas une nymphomane, c'est parce que je pense qu'elle n'est pas... elle n'est pas frigide. Non, mais je pense que si elle avait été hystérique, on aurait pensé que c'était une nymphomane. Parce que quand même, on regarde on voit une nymphomane dans un film c'est dans un Antonioni, c'est au début quand Mastroianni visite un type à l'asile psychiatrique, et puis il y a une nymphomane qui essaie de l'attirer dans sa chambre, comme ça, on la voit, elle vient dans le couloir, et elle saute dessus, comme ça et tout, et puis après il s'enfuit. Et là, c'était un cas de nymphomanie que dessinait Antonioni, mais je pense que il faisait ça avec l'hystérie pour arriver à dessiner. Mais de toute façon, c'est dur de dessiner les comportements psychiques pour pas que ce soit... La question, c'est il y a une excitation, et pourquoi il y a une excitation, et pourquoi il n'y aurait pas aussi rien, pas au sens de la frigidité. Pourquoi on est soumis
à Bah, il y a des gens qui n'ont pas de sexualité, ça non, existe. c'est pas ça. Andy Warhol, il était comme ça. Voilà, non, c'est pas ça. Il était homosexuel, mais il n'avait pas de sexualité du tout. Qu'est-ce qui fait que c'était un moine? Parler d'amour, c'est parler de sexualité et d'érotique. Et puis peut-être il y a une zone où il n'y a forcément. Pas forcément. Bah, c'est le film qui le dit. Ah, ça, vous voulez dire, ces amours-là qui se... Oui, mais si on revient au fait que... Est-ce que c'est crédible que Freud n'a plus jamais fait l'amour à partir de 50 ans? Et comment il faisait? C'est un grand mystère et boule de gomme, quand même. Ça s'appelle la sublimation. C'est ça? C'est pas suffisant. Mais même la sublimation, on veut dire. Avec Mina, Roulinesco vient de faire paraître un bouquin, rien ne s'est produit. Rien, c'est purement l'amitié. Alors peut-être qu'il allait dans les bordels. Oui, d'accord, c'est là où on en est. Mais quand même... on va le faire, le film Freud de bordel, voilà. Oui, mais je sais pas, ça me paraît tellement impossible. Oui, c'est curieux. Ça paraît impossible. Comment il a... Mais peut-être que c'était un surhomme. Et peut-être qu'il fallait pas qu'on sache. S'il était amoureux de... Oui, c'est ça. C'est possible aussi. Que comme il était le sujet supposé savoir, si tout d'un coup on le croisait dans une rue chaude, il n'était plus le sujet supposé savoir. C'est possible. Mais bon, c'est un grand mystère quand même. Mais ceci dit, il y a des gens qui ont eu des conduites uniques. C'est possible qu'il ait eu une conduite unique. Enfin, moi, ce que j'avais trouvé, quand j'avais vu sa femme, je pensais qu'elle était un peu comme on dit les gens, vous savez, comment, de la reine Victoria, un peu comme ça. Je pensais, ah là là, c'était pas du tout. Parce que lui, il est très très beau comme être et tout, comme il est très viril et magnifique et tout. Et quand j'avais vu une photo de sa femme la première fois, j'ai pensé, oh là là, les problèmes qu'il devait avoir. Oh là là. Elle était préhistorique sur le plan. Mais je dis une bêtise, hein. Peut-être c'était juste cette photo. Hein? Vous n'avez pas lu leurs lettres d'amour quand ils étaient jeunes? Ah bon? Ah oui, oui, je sais. C'était un amour d'enfant, c'était ça. Mais ces trucs-là, enfin. Kenji. On s'amuse maintenant, on s'amuse. Bon, allez, excusez-nous, mesdames, comme dirait pour nos bêtises. Merci bien.